Et tel côté, bienvenue à Break Time, podcast CCPR. On vous invite aujourd'hui pour nous parler d'économie sociale. Mais avant tout, j'aimerais que vous preniez la chance, l'opportunité de vous présenter. C'est qui est tel côté? Ben, merci d'abord de l'invitation. C'est toujours agréable de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. C'est la première fois qu'on fait connaissance. Et CSEPR, ben, c'est un milieu de travail assez fascinant qui a un rôle à jouer dans la communauté, puis qui va en jouer sans doute encore un plus grand dans les années à venir. Donc, c'est vraiment un privilège d'être là. Mais moi, et tel côté, ben, c'est une franco-ontarienne convaincue qui s'est engagée en développement de la communauté dès l'âge de 17-18 ans, qui a travaillé avec les coopératives, les caisses populaires, les municipalités, les organisations communautaires, puis qui a découvert au fil du temps une économie. Parce que moi, je croyais que enrichir le monde, c'était peut-être bon, là, mais enrichir tout le monde, c'était encore meilleur. Donc, j'ai essayé de voir quelles étaient les stratégies pour le faire. Puis, dans toute ma trajectoire, j'ai été impliquée de différentes façons en économie, en entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je suis présidente directrice générale de la firme Mécénès. J'ai vécu longtemps dans l'Est de l'Ontario à Treadwell. Je m'amuse à dire Treadwell parce qu'on voit vraiment qui vient de l'Est de Ah l'Ontario. ouais, ah oui, parce Ceux que qui sinon, savent ah ouais, ce que c'est Treadwell. Uh-huh. oui. Puis ben c'est ça, j'ai presque trois sauts tatoués sur le cœur. Puis même si depuis quelques années, j'étais un peu à l'extérieur de la région, je continue à cheminer et à appuyer des projets de la région. Et votre passion, si j'ai été lire un peu votre CV, là, t'es pas, comme je disais tantôt, t'es pas un vrai CV, mais votre parcours. Votre premier combat, c'est vraiment la francophonie. Est-ce que c'est ça qui vous a vraiment Oui, allumé toujours. initialement? Oui, ben c'est ça, ça a commencé à l'école secondaire. J'allais à l'école Charlebois, puis ben, il y avait une gang de gens qui voulaient que l'école francophone devienne soit une école d'immersion, une école anglophone. Pour moi, c'était comme ridicule, là, tu sais, j'avais entendu dire que le monde s'était tellement battu pour avoir des écoles, c'était pas le temps d'y perdre. Puis ça faisait pas tellement longtemps que les écoles secondaires francophones existaient en Ontario, dans les OK. années 70. Donc, je suis tout de suite montée au front, mais pas seule, là, tu sais, les jeunes ont travaillé en gang, donc le conseil étudiants, puis quelques étudiants leaders, puis quelques profs, puis le Conseil catholique, puis le diocèse, ils nous appuyaient, en tout cas plein de monde, pour vraiment la sauver, notre école, à ce moment-là. Puis ça a été comme une première lutte collective où est-ce qu'on a atteint notre objectif, mais en même temps, c'est là que tu découvres que, waouh, en gang, on peut en faire des choses parce que on vit quand même dans une communauté où est-ce qu'on est minoritaire, puis quand la majorité, des fois, peut décider des choses, ben, il faut se tenir debout. Après coup, tu sais, je sais quoi, dans les années, j'avais dans trentaine, quarantaine, tu sais, quand on a sauvé Montfort avec Mme Gisèle Lalonde, ben, tu sais, tu y crois, tu sais que c'est possible parce que, bon, à petite échelle, très jeune, je l'ai découvert. Puis depuis ce temps-là, tu sais, comme, il y a plein de causes, il y a plein de sujets importants pour plein de monde dans la communauté, mais la francophonie, c'est quand même un élément qui nous unit. Oui, C'est absolument. notre langue, notre culture, notre identité. Puis ça, il faut vraiment avoir ça fort en dedans de nous si on veut être des citoyens, des citoyennes qui prennent leur place dans la société. Donc, pour moi, c'était vraiment important de la défendre, cette francophonie-là, puis la promouvoir. Puis après ça, dire, ben, il y a des choses, des super belles choses qui se passent dans plein d'autres communautés. Ben, pourquoi pas l'amener chez nous, puis pas l'adapter à notre contexte. Donc, ça a été de promouvoir la francophonie, mais pas être fermé à autre chose. J'ai toujours été du côté anglophone, dans les pays hispanophones. Tu sais, j'ai voyagé à travers la planète, j'ai été super chanceuse, mais aller me ressourcer, mais ramener ça chez nous. Puis, j'ai aussi toujours raconté des histoires de chez nous. Tu sais, quand les gens me demandaient des conférences en Écosse euh, ou ailleurs sur la planète, je donnais des exemples de chez nous. Puis ça permettait aussi de découvrir notre francophonie d'ici. Puis non seulement en défendant la francophonie comme le fait dans ces années-là, aujourd'hui, on a vraiment deux conseils scolaires très forts francophones. Ça nous démarque comme région, là. Si on parle de pénurie de main-d'œuvre en ce moment, on peut dire que quelqu'un qui vient d'un pays francophone pourrait venir s'installer ici et n'y verra que du feu. On parle Ah, français pas mal, beaucoup, hein, on s'entend. Je pense à Augsburg, c'est 80% francophone et les autres, hum, je connais pas le hum. pourcentage des autres. Mais si, mettons, on n'aurait pas gagné ce combat-là
dans ces années-là, croyez-vous qu'il y aurait eu un effet domino à ce moment-là dans les écoles, puis on aurait peut-être aujourd'hui peut-être même plus de commission scolaire francophone? Ben, habituellement, les commissions scolaires restent en place, même s'il Ouais, reste 10 élèves dans une école, mais c'est plus une dynamique scolaire, là, à ce moment-là, d'être 10 élèves. Donc, c'est sûr que ça l'affecte quand on n'a pas une vitalité francophone. Donc, toutes les luttes d'obtenir autant de nos écoles primaires, après ça, nos écoles secondaires, après ça, notre collège, il y a quand même la cité. La lutte, moi, j'ai fait partie de la gang de gens qui ont lutté pour sauver le collège d'Alfred, puis je me suis beaucoup investie aussi pour le développer. Je croyais beaucoup à un collège rural qui travaillait avec les agriculteurs, mais le développement rural, le développement durable. C'est comme toutes ces luttes-là font que oui, c'est une région tellement en vie. C'est une région où que tu peux te promener en français, parler en français partout. Puis oui, les gens qui auraient le goût, des francophones de partout dans le monde, ils ont comme le meilleur des deux mondes, hein, dans s'installer à Prescott absolument. Russell parce que tu as la ruralité, la nature, l'espace, puis la proximité. Quand tu t'en vas dans un petit village, tout le monde, à un moment donné, se connaît au moins dans le quartier, si ce n'est pas dans l'ensemble du village. Mais tu as aussi la proximité des villes. Donc, si jamais à un moment donné, tu vas aller voir un gros show, ben, tu peux aller à Montréal, tu peux aller à Ottawa. Donc, tu as vraiment le meilleur de tous les mondes quand tu te retrouves dans un emplacement comme la région de Prescott-Russell. Puis, à travers les années, les ressources en emploi, en développement économique, maintenant, on a beaucoup de ressources en alimentation durable. Tu sais, le leadership féminin, il n'y avait pas ça il y a 30 ans, il n'y a même pas il y a 20 ans. Mais là, c'est là. Puis tout le souci de l'accueil des nouveaux arrivants et des immigrants et des immigrantes, on a une sensibilité à faire de la place pour tout le monde. Puis on a besoin de tout le monde pour continuer à la vitaliser, cette région-ci. Donc, en tout cas, oui, tu as raison. Si on avait baissé les bras, puis qu'on n'avait pas continué à lutter, demander, exiger et s'investir, ben, on n'aurait pas la région qu'on a présentement. Puis moi, je me suis promenée partout en francophonie au Canada. J'en ai vu des régions qui se sont dévitalisées, puis j'ai vu des petites régions qui se sont revitalisées parce qu'ils ont été innovateurs. Puis je pense que Prescott Russell, ça l'est innovateur comme région parce que les gens sont actifs, puis dans tous les secteurs d'activité. Puis est-ce que ce combat-là, que vous avez mené à un jeune âge, là, on ensuite été président de l'école, on s'entend, c'est à l'école en ce temps-là, est-ce que ça vous a propulsé vers un chemin défini ou après le secondaire, vous étiez, bon, qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que ce combat-là a fait, ah non, 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 c'est notre job, ça. C'est notre job Ben, de prendre des causes et ouais. d'aller. Ben, je t'avoue que c'est peut-être là que ma petite trajectoire, moi, change de plusieurs personnes. C'est que seulement après le secondaire, on s'en va au collège ou à l'université. Mais moi, je suis tombée enceinte. Donc, tu sais, ta trajectoire, elle change un petit peu. Hein? Puis, Ça change les plans. c'est sûr que tu peux. Ouais, puis c'est sûr que tu peux. Il y en a qui ont quand même poursuivi leurs études, mais moi, ça ne se prêtait pas. Puis je me suis dit, bon, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, comme n'importe qui, hein, tu cherches à faire un peu de revenus. Et j'avais découvert le comité, pas le comité, le département de développement communautaire qui était francophone, mais au Algonquin College. Le OK. collège algonquin, qui était à Ottawa, avait un département à Clarence-Rockland. Donc, un bureau à Clarence, puis un bureau à Rockland. Puis, il y avait en haut de la montagne à Plantagenet une station d'énergie renouvelable. Puis, il y avait une belle équipe. Hein? C'était Raymond Desrochers, c'était Jacqueline Pelletier, c'était plein de monde qui ont joué des rôles un peu partout en francophonie. Ben, imagine, toi, tu as 17-18 ans, enceinte. Bon, je baisse pas les bras, là, mais je me cherche un petit job. Je me retrouve dans cette gang-là, que c'était nos activistes. Là. C'était Mhm. les plus grands activistes franco-ontariens. Jacqueline Pelletier, c'est celle qui a fait de la prison parce qu'elle ne voulait pas payer une contravention qui était écrite seulement en anglais. Imagine, tu sais, moi, t'es Wow. dans le bureau, là, enceinte, puis là, il y a la police qui frappe, puis ils cherchent Jacqueline Pelletier, tu la demande en anglais. Moi, je reconnais pas mal l'anglais à ce moment-là, mais pas le parler couramment. J'étais intimidée, mais en même temps, imagine ce que je découvrais. Je découvrais que si on avait des convictions, ben, ça valait la peine de se battre.
Mm. pour les porter à bout de bras. Puis Jacqueline Pelletier, puis toute une autre gang, c'est le temps avec Philippe Landry, la Sainte Famille à, à Rockland qui faisait des étiquettes. C'est le temps, tu sais, il fallait que ça change, il fallait que la place francophone prenne toute sa place. Ben, imagine, j'ai été à cette école-là, là. Bon, même enceinte, où tu te dis, ben, c'est comme mes débouchés dans la vie, puis tu te retrouves avec cette gang-là qui sont en train de changer le monde, puis tu le vois au quotidien. Donc, pour moi, c'était évident que hey, il y a moyen de se sortir de n'importe quelle épreuve dans notre vie, puis de surmonter des défis. Donc, après ça, j'ai eu mon bébé, puis après quelques mois, je suis rapprochée ce gang-là, puis je leur ai dit, écoutez, j'aimerais ça retourner travailler. Puis, on m'a donné un travail avec des femmes qui retournaient sur le marché du travail. Donc, en même temps que moi, je le faisais, j'aidais d'autres femmes à le faire, puis souvent des femmes plus âgées que moi. Puis ça a été de fil en aiguille comme ça. J'ai pu retourner faire mes études mais à 40 ans. Donc, tu peux t'imaginer là, Wow, OK. Wow, OK. que ça s'est passé. Mais j'ai été faire un diplôme de deuxième cycle à l'Université Concordia en développement économique communautaire. Mais entre-temps, tu sais, j'ai été impliquée à créer des organisations au niveau du logement social. J'ai été directrice du Conseil de la coopération de l'Ontario. Tu sais, j'ai eu plein de jobs en Ontario. J'ai travaillé à Théâtre Action, pas mal dans presque tous les secteurs d'activité. Mais mon fil conducteur, c'était toujours l'argent. Pas parce que j'en cherchais, c'était pour soutenir tous nos projets dans notre Mhm. communauté. On a besoin de bons monde qui se forment, qui sont motivés, mais on a besoin de ressources. Et moi, c'était mon fil conducteur. Soit trouver des subventions ou trouver des façons de la lever, cet argent-là, de la collecter. Mhm. Et à un moment donné, quand tu as fait le tour du jardin des subventions, donc contributions, tu te dis, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut vendre? Parce qu'on fait tellement de belles choses. Puis là, je me suis sensibilisée à l'entrepreneuriat, mais entrepreneuriat autrement. Dans certains pays, on appelle ça le développement local. Dans d'autres, c'est le développement économique communautaire. Dans d'autres, c'est l'économie sociale et solidaire. Puis, je ne savais même pas qu'on appelait ça comme ça, mais ça me motivait de penser qu'on pouvait trouver des ressources dans le privé, dans le public, dans le social, pour soutenir le développement de la communauté, puis créer des emplois décents aussi. Puis, ça a été de fil en aiguille. Beaucoup de jobs dans bien des milieux, dans bien des secteurs d'activité. Puis, j'ai eu 3 entreprises là, dans ma vie. C'est ma troisième. Puis, ça a toujours été très agréable. Parce que c'est ça, souvent, je travaille aussi dans l'art, tout ça, puis on a plusieurs différents groupes, puis on a toujours une petite gêne de parler d'argent. Mais moi, le Ah, grand-père de mon grand-père de mon ami disait toujours une chose. Il y a 3 raisons pourquoi tu peux ou peux pas faire quelque chose. L'argent, puis laisse faire les 2 autres. Parce que, parce que ça prend des ressources dans la vie. Puis des fois, on oublie mm, qu'est-ce qu'un salaire peut changer une vie dans un organisme. On veut dire quelqu'un à temps plein ou quelqu'un. Et on a toujours peur mm, de cette question de l'argent-là parce que justement, c'est pas. Puis je sais que tu démystifies tantôt l'économie sociale, là, mais c'est parce que tout le monde se dit tout le temps, ben, l'argent, c'est une business. Que ce soit une business lucrative ou est-ce qu'on s'enrichit, mais des fois, on peut faire de l'argent et la retomber. Tout le monde a des salaires, tout le monde vit de ça, mais on n'ira pas à la bourse avec ça. Mais ça fait quand même une économie parce que les gens se mettent de l'argent dans les poches et la dépensent localement aussi. Et là, j'aimerais ça exact. que tu décris un peu. Là, tu as nommé 3 différentes façons de le nommer. On va dire économie sociale pour aujourd'hui. Explique un peu c'est quoi la Mhm. différence entre une compagnie business traditionnelle puis une compagnie ou une business ou organisation dans le domaine de l'économie sociale. Mhm. Ah, OK, ça va me faire plaisir. C'est ça que je fais depuis 40 ans, l'expliquer parce que il y en a tellement d'initiatives d'économie sociale. Puis souvent, c'est à notre coin de rue, puis on ne le sait pas, même si on achète de ces entreprises-là. Donc, d'abord, je veux juste démystifier le mot économie. Est-ce que tu sais, ça vient d'où, économie? Ça veut dire quoi, la racine du mot économie? Je pourrais le. Économos, C'est sûrement grec. Moi, je me sens, c'est sûrement grec, mais non, c'est je te laisse. grec, Ouais. économos, mais tu vois, c'est la gestion de la maison. Puis il y a du monde qui pense que l'économie, c'est juste les gros big shots qui sont capables de faire de l'économie, puis de faire de l'entrepreneuriat, puis les grosses business. C'est pas vrai. Le mot économie, la gestion de la maison, la gestion de nos ressources, c'était souvent d'abord les femmes, puis c'était souvent à très petite échelle, au niveau local, au niveau de la famille, puis après ça, la famille élargie. C'est un mot qui a été galvaudé à travers le temps, on lui a donné différents sens. Puis on a comme dit à du monde, ben non, toi, tu n'es pas dans l'économie. La vraie économie, c'est les grandes entreprises qui vont venir sauver notre village. Ils vont venir. Ouais, ils viennent, ils sauvent pendant un bout de temps, mais quand ils quittent,
Des fois, ça fait plus de dommages que Ouais. le temps qu'ils sont restés là. Ceci dit, il y a des bonnes entreprises privées qu'on connaît, les commerces, les dépanneurs, les stations-service, les épiceries, les grandes entreprises comptables, les grandes entreprises d'avocats. Toutes ces corporations-là sont soit des sociétés, des corporations, des entreprises enregistrées à propriétaire unique ou actionnaire, sont dans le privé. Il y en a qui font de la business, puis on va se le dire, il y en a encore beaucoup qui font de la business pour faire de l'argent, donc ils vont garder leur salaire, de bons salaires, mais pas trop de salaire parce qu'ils veulent avoir le plus de profit à la fin de l'année. Puis, mais ils vont quand même créer des contextes de travail productifs, puis on va les voir dans notre communauté, puis on va dire, hey, c'est des entreprises qu'on a besoin. Il y a toute l'économie publique. Ça, c'est autant notre municipalité, elle gère de l'argent, le provincial, le fédéral. Nous autres, on contribue à cette économie-là. On paye nos impôts. L'argent est récolté, réparti dans ces trois paliers-là. Puis eux autres ont un devoir de redistribution. C'est pour ça qu'on a des routes pour tout le Mhm. monde. On ne paye pas notre petit bout de route devant chez nous. Tout le monde a des routes. On ne paye pas nos écoles, même si notre taxe scolaire, on n'a quand même pas payé l'ensemble. C'est avec nos impôts que l'éducation, la santé, puis plein d'autres services se créent. Puis là, il y a toute une autre économie ça a pris des années avant de la nommer. On s'est rendu compte qu'il y a du monde dans d'autres genres de structures, pas une société privée, pas une entreprise, une business comme on les connaît, puis ni un appareil politique comme le provincial, le municipal, le fédéral, une ville, une commune, un village, qu'il y avait plein d'autres mondes qui avaient des activités économiques. Puis là, on s'est mis à regarder ça à travers le temps pour se dire, encore là, comme je disais tout à l'heure, dans certains pays, on utilise différents termes, mais qu'on s'est dit, bien, ce monde-là aussi font des choses. Là-dedans, on retrouve des coopératives, on retrouve des organisations à but non lucratif, on retrouve même des organismes de bienfaisance, on peut trouver des mutuelles. Mutuelles, il y en a de moins en moins, mais il y avait beaucoup de mutuelles d'assurance dans notre région, puis au Canada pendant quelques années. Il peut même avoir des fondations. Donc, c'est des structures qui sont majoritairement collectives, puis ils créent des services et des produits. Ils ne vont pas les vendre sur la planète Mars, ils vont les vendre dans les mêmes villages, dans les mêmes villes que les entreprises privées. Donc, on dit c'est des structures qui produisent des biens et des services, puis les vendent sur le marché. Donc, tu vois, entre la définition de l'entreprise privée et l'entreprise d'économie sociale, ça se ressemble. La grande différence, c'est la structure légale et comment on gère nos business. C'est souvent avec un conseil d'administration qui vont déléguer des pouvoirs à une direction générale. On est beaucoup plus de tête à réfléchir pour développer nos business, mais aussi on est bien plus de tête puis d'expertise si on a des problèmes pour les gérer. Donc, c'est souvent des entreprises qui durent plus longtemps. Statistique Canada a même prouvé qu'une entreprise d'économie sociale, après 5 ans, 65 d'entre elles sont toujours en vie et en bonne santé, comparativement à 35 pour des entreprises privées, parce qu'on est plusieurs à porter ces projets-là. Puis là, il y en a dans tous les secteurs d'activité, dans les arts, dans la santé, dans l'emploi, dans l'agriculture, dans les garages, dans les restaurants. Si on regarde à Hawkesbury, vous avez le bistrot du groupe Convex, c'en est une entreprise d'économie sociale. Recycle Action, c'est une autre entreprise d'économie sociale qui recycle des matières résiduelles. Les organismes communautaires comme, mon Dieu, le Schneid, qui vend des spectacles. Mhm. Il vend quelque chose. C'est comme le CNA ou la Place des Arts à Montréal, on vend des spectacles, on vend des activités. On va peut-être offrir certaines activités gratuites quand on a des subventions pour les offrir à tout le monde. Sinon, on va vendre puis on va avoir des activités qu'on dit génératrices de revenus. Donc, en résumé, ce qui différencie l'économie sociale et les entreprises d'économie sociale, c'est la structure légale. C'est parce qu'on est une gang à les gérer, parce qu'on veut toujours que nos entreprises répondent à un besoin de notre communauté. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de raison d'être. Mhm. Puis, donc, il y a toujours un besoin. Puis, en même temps, quand on fait de l'argent, ben là, si toi et moi, on était dans la même entreprise d'économie sociale, puis qu'on était présidente et directeur général, on ne met pas l'argent dans nos poches. On décide ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Est-ce qu'on améliore nos salaires? Est-ce qu'on va créer plus d'emplois? Est-ce qu'on s'est rendu compte dans notre communauté qu'il y avait un autre besoin d'entreprise à créer parce que personne d'autre va la créer, ça ne ferait pas assez d'argent pour un privé? Puis peut-être qu'on va prendre nos argents pour créer cet autre service-là.
Puis je pense à un bon exemple qu'on connaît bien à Hawkesbury, c'est le groupe Convex, comme je mentionnais tout à l'heure, parce qu'il y en a quand même 8 ou 9 qui sont bien connus, tu sais, avec le bistrot, la main-d'œuvre agricole, le Action, euh, les bénisteries, tout ça. Puis il y a vraiment des bons emplois à des gens souvent qui ont de la misère à se trouver de l'emploi, qui sont, on dit, marginalisés par le marché de l'emploi. Les autres, qui ont créé de l'emploi pour ce monde-là. Puis en plus, ils leur donnent un salaire décent. Puis en plus, ça donne des biens et des services dans notre communauté à un bon prix, un prix abordable pour les consommateurs et consommatrices. Donc, c'est gagnant-gagnant tout le temps. Puis c'est porté par le monde. Puis moi, je dis souvent, l'économie sociale, c'est une économie à échelle humaine, portée par du monde, pour du monde, avec du monde. Puis ça répond toujours à un besoin, puis ça crée de la richesse collective. Parce que c'est ça, justement. S'il y a un besoin d'une communauté, c'est peut-être pas assez alléchant pour quelqu'un au privé parce qu'on parle toujours de profit à ce moment-là. Tandis que s'il y a un besoin quelconque, et ça peut être un besoin comme tu disais, un besoin c'est dans la santé ou peu importe, mais ça peut être aussi juste de l'art. Comme tu sais, dans des spectacles, tout ça. Ah Il n'y oui. a pas, il y a pas tant d'argent à faire avec ça, mais avec une économie sociale, si le but c'est d'arriver flush, hein, c'est mon anglais, là, mais arriver flush, mais c'est d'être plus réaliste que des gens se mettent ensemble pour réaliser ce projet-là, puis Mm. répondre à un besoin de communauté, puis surtout améliorer la qualité de vie. Parce que c'est pas toujours les Ouais. entreprises privées qui peuvent prendre le flambeau de la qualité de vie dans nos communautés, là. Non, il y a un rôle à jouer, puis on voit que ça change aussi du côté du privé, mais je veux juste terminer au niveau de l'économie sociale. Tu as tout à fait raison. On parle de qualité de vie, on parle d'impact dans la communauté, c'est des choses qui durent. Tu sais, quand tu crées une coop d'habitation, là, c'est pas un trip de on la bâtit, on mobilise des sous, on construit, on a un architecte, puis dans 5 ans, on va leur vendre pour faire du cash. Non, les gens qui vont vivre là vont en profiter pleinement avec payer Mhm. un bon loyer, prix abordable, une bonne qualité de vie, parce que le milieu a été conçu pour des collectifs. Mais quand les gens vont partir, ça va servir à d'autres familles. Puis présentement, avec Valoris, on a un projet de coop d'habitation pour les familles, mais aussi des personnes ayant une déficience intellectuelle. Puis ça, c'est un autre projet d'économie sociale. Le petit chose, la petite affaire que j'aimerais corriger dans ce que tu as dit, c'est même en économie sociale, on va penser d'avoir, on ne dit pas des profits dans l'économie sociale, on dit des surplus. On veut essayer de faire un peu plus d'argent que qu'est-ce que ça nous Ben coûte. oui. Parce qu'à un moment donné, tu sais, comme si tu crées une coop d'habitation, puis tu arrives flush avec tous tes loyers, le toit coule, tu le répares comment? Donc, Ouais, c'est pour je ça que comprends. Ouais. l'entrepreneuriat, tu sais, Make moi, je l'ai sense. appris parce que j'ai vécu dans des coops d'habitation, OK. puis quand tu n'as jamais été propriétaire, tu n'en mets pas d'argent de côté pour le toit, il n'y a Mhm. personne qui te le dit. Mais là, on a appris, puis là, on aide du monde à apprendre aussi. Donc, il faut toujours en faire un petit surplus pour se donner les moyens de continuer à rêver, continuer à développer ou continuer à consolider ce qu'on a tellement travaillé fort à mettre en place. Puis, vraiment, ça se passe dans tous les secteurs d'activité. Presque tous les artistes, même s'ils sont individuellement des artistes, ça serait des travailleurs autonomes, mais très souvent, ils sont regroupés dans un réseau qui les aide à commercialiser, à vendre leurs spectacles. Donc, même eux s'inscrivent dans l'économie sociale via leur réseau, qui est souvent un organisme à but non lucratif comme Réseau Ontario. Donc, il y en a, en tout cas, c'est dans tous les secteurs d'activité. Il y a plein d'initiatives qu'on pourrait créer chez nous qui répondraient à des besoins, puis qu'on n'a pas encore découvert, mais ça va s'en venir. Mais celles qu'on a présentement dans la région, nos belles initiatives, c'est assez, ça a de l'impact. Ça change la vie du monde qui s'y implique. Ça change les gens du monde qui bénéficient de ces services-là, ces produits-là, ou ces loyers-là, ou ces espaces-là là, pour les arts, la culture, les femmes, les jeunes, les aînés. Il y a des coops de santé qui se sont créées au Canada et en Ontario parce qu'on n'avait pas assez de services de santé à proximité. Ça s'est jasé avant qu'il se crée une clinique à Plantagenet puis une autre à Clarence Rockland. La communauté se disait hey, ça n'a pas d'allure de toujours aller soit quand tu es plus dans le bout de Prescott Russell, là, plus près d'Ottawa, de toujours aller dans les grands hôpitaux, puis tu ne te retrouves pas. Puis Hawkesbury, c'était un peu loin. Donc, mais en tout cas, il y a plein de belles initiatives. Est-ce que, euh, au travers de ta carrière, est-ce que tu as vu une ouverture d'esprit de la part du secteur privé de s'engager un peu dans l'économie sociale? Est-ce que tu as vu la comparaison entre le 30 ans passé et aujourd'hui, mettons, si je peux nous situer un peu au niveau Ouais.
Ben, il y a 30 ans passés, c'était vraiment tough, là. Tu sais, comme vraiment tough, là. On nous regardait de haut, on disait qu'on était dans le social. Tu sais, nous, on n'avait pas besoin de le dire, là, mais on était du social, that's it. Puis, tu sais, ce que ça veut dire social aussi, quand on l'utilise comme ça, c'est Ouais. pour le plaisir. Puis, non, ben oui, on a du fun à faire ce qu'on fait, mais c'est pour plus que ça. C'est de rendre des produits et des services accessibles à une communauté qui ne feront pas 500 kilomètres pour aller chercher quelque chose, là, puis qui vont être capables de l'acheter. Donc, oui, on s'est fait regarder de haut, mais du monde comme Caroline Arcan, moi, Mike Toy, Tonya Sherman, Luc Morin, plein d'autres dans l'Est, où est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, bien, il va falloir commencer à expliquer, il va falloir commencer à raconter nos pratiques, tu sais, d'une coop, l'expliquer, pas juste dire c'est une coop, expliquer ce que c'est, expliquer comment ça change, partager des témoignages. On a tellement fait de jobs de bras de présentation. On a siégé sur des comités économiques avec des durs et purs, comme je les appellerais. Puis on les a convaincus parce qu'ils se sont rendus compte que, hey, ouais, toi aussi, tu en crées de l'emploi. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont créés en Ontario à cause de l'économie sociale. Puis, tu sais, puis on lève pas il y a 30 ans, on levait le nez là-dessus, puis on disait que c'est pas vrai, mais là, il y a des chiffres. Statistique Canada l'a prouvé. Ils disent qu'on représente 10 du PIB, cette économie-là. Tu sais, on ne peut pas cracher dessus. Puis, comme tu as dit, il y a des choses que l'entreprise privée ne pourra peut-être pas prendre le risque de créer une entreprise si ce n'est pas rentable à souhait pour eux autres pendant assez longtemps. Donc, si la communauté ne le fait pas, on n'aura pas ce service-là ou ce produit-là. Donc, oui, ça a changé. Puis, il y a du monde, il y a des chercheurs qui ont même regardé ça. Tu sais, comme, si tu regardes autour de toi, tu sais, il y a 30 ans, les entreprises, pour se donner bonne conscience, ils faisaient un chèque, hein? La communauté approchait, puis il y a notre cause, puis il y a notre cause, puis il y a notre cause. Puis ils faisaient des chèques, puis, tu sais, ils faisaient des dons ou des commandites. Mais là, on se rend compte qu'il y a des entreprises privées qui font plus que ça avec la communauté. Ils s'engagent réellement pendant plusieurs années. Tu sais, si je regarde Desjardins avec le concours LOL pour nos jeunes dans toutes nos Mhm. écoles secondaires, excuse, là, mais ils ont mis 100 000 piastres parce qu'ils se disent, un, ça crée des jobs, ça l'aide à développer une industrie de l'humour en francophonie, mais en plus, ça donne le goût aux jeunes de parler en français et d'écrire en français leurs sketchs humoristiques. Donc, ils ont un bon trip, ils font quelque chose de bien en français. Tu sais que c'est une pierre mille coups. Puis eux autres, ils ont dit, c'est vraiment un projet économique. Ils ont vu des jeunes. Il y a des jeunes maintenant qui sont à l'École nationale de théâtre, qui viennent de l'Est de l'Ontario, puis qui vont peut-être devenir de grands humoristes. Catherine Levac, elle gagne bien sa vie, cette fille-là, puis elle n'est pas la seule. Il y en a plein d'autres qui viennent de notre région. Donc, il y a des entreprises privées qui ont vu le potentiel de l'économie sociale. Il y en a qui ont appuyé, comme Desjardins, par exemple, il y en a plusieurs d'autres. Puis je reviens au groupe Convexe. Si tu regardes la composition du conseil d'administration, c'est des entrepreneurs de plusieurs entreprises qui ont une expertise à mettre à contribution, puis qui ont dit, ben, moi, j'ai le goût d'avoir un impact dans ma communauté, puis je vais aller travailler, je vais aller faire du bénévolat au sein du conseil d'administration. Ça va être ma façon de redonner en partageant mon savoir puis mon savoir-faire. Puis ça marche. Puis il y en a qui vont encore plus loin. Il y en a qui vont se faire certifier socialement responsables. Tu sais, les certifications maintenant, parce Mhm. qu'ils se disent, les consommateurs, les consommatrices veulent qu'on prouve qu'on est des citoyens responsables, qu'on achète, qu'on n'exploite pas nos fournisseurs, qu'on vend à un prix juste, qu'on traite bien nos employés. Puis, tu sais, comme ça, je me dis, ça a eu l'impact de peut-être entreprendre autrement, puis de montrer qu'on pouvait faire de la business avec des valeurs. Moi, je pense que quand tu es plusieurs qui font ça comme ça, ben, je pense que ça a de l'impact sur les entreprises. Je sais que si je parle juste de notre région, ça a l'air petit, mais on est 1 milliard minimum dans le monde. 1 milliard, c'est seulement le nombre de personnes impliquées dans des coopératives sur toute la planète. Donc, rajoute tout le monde impliqué dans les organismes non lucratifs qui font des affaires, comme le groupe Convex et autres. On est peut-être 2 milliards de personnes impliquées dans des structures collectives comme ça, puis dans cette économie-là. Puis ça commence à porter fruit parce qu'à l'ONU, par exemple, ils ont des comités de travail. La Banque mondiale, on fait des projets de recherche. Moi, c'était mon rêve plus jeune. Je me suis dit, je vais influencer notre gouvernement local, tu sais, nos maires, tout ça, là, puis notre province, puis le fédéral, puis on a réussi à avoir des avancées un peu partout. Mais à un moment donné, tu dis, eux autres sont influencés par la Banque mondiale. Donc, il Mhm. faudrait quasiment aller convaincre les big shots en haut. Puis, il y a 30 ans, on n'était pas là, mais maintenant,
moi, là, mais il y a des gens que je connais qui font partie des réseaux dans lesquels je fais partie, qui nous représentent dans ces différentes structures-là pour continuer à démontrer qu'il y a une économie autrement, qu'on peut entreprendre autrement, puis qu'il y a une économie, comme moi, on dit plurielle. Il y a de la place pour le privé, il y a l'importance du public, mais le social est très, très important dans notre communauté. Et on parlait justement que le social joue un rôle actif dans la qualité de vie d'une communauté. Une entreprise, souvent, emploie les ressources humaines pour faire des projets communautaires, hein. Les ressources humaines sont très précieuses, on veut faire de l'argent, tout ça. Et je pense que les entreprises aiment s'associer à du succès. Donc, les Mm. entreprises sociales, à ce moment-là, quand tu disais tantôt que c'est des gens qui se regroupent, des like-minded people, des gens qui se rencontrent pour réaliser quelconque projet, à ce moment-là, c'était plus facile d'aller demander des sous privés que eux, signer un chèque, ça prend pas trop de temps. Côté ressources Mhm. humaines, signer un chèque, mais ils veulent une garantie d'un succès en retour. Et c'est là un peu que je peux comprendre au niveau de l'économie sociale, être capable de réaliser le projet, de présenter le projet et ensuite de l'exécuter pour ensuite avoir une autre ronde de financement Exactement. du privé. OK, parce que Ben, tu sais, non, Oui, allez-y, allez-y. vas-y, vas-y. Non, ça va juste couper, allez-y, allez-y. Non, non, mais c'est que tu as tout à fait raison. Puis c'est comme être très stratégique. Tu sais, dans notre communauté, il y a différents besoins, puis il y a différentes ressources. Puis il y a des ressources dans le privé, il y a des ressources dans le social, il y a des ressources dans le politique. Puis si tu veux vraiment développer l'ensemble de ta communauté avec tous ses besoins, tu deviens très stratégique de regarder qui a ces ressources-là. Puis quand c'est le privé qui peut faire des contributions, why not? C'est important. La contribution, mais aussi l'expertise. Regarde les festivals qui ont lieu dans Prescott Russell. Regarde le profil des membres du conseil d'administration. Il y a quelques retraités. Ils faisaient quoi ce monde-là avant? Plusieurs étaient dans le milieu des affaires ou dans le milieu de Mhm. l'éducation. Ils amènent leur savoir-faire sur ces conseils d'administration. Les festivals, ce sont des activités d'économie sociale. Ça crée une activité artistique, culturelle, sportive dans notre région. Et puis ça génère des revenus pour tellement de monde. Aussi, ouais. L'hébergement, la bourse, tout le kit, là. Les gens accueillent plus de touristes, puis les gens ont de la visite à la maison, puis on dépense localement, puis cet argent-là reste dans la communauté. Puis il y en a plein de choses comme ça qui se font. Puis c'est ça, être stratégique, c'est d'aller chercher toutes ces ressources-là d'une certaine façon pour le mieux possible répondre aux besoins de la communauté. Puis de le faire de façon. Puis, je pense qu'à quelque part, c'est le fun dans Prescott Russell, finalement, dans les dernières années, on s'est réveillé. On a le discours du développement durable, puis on a le discours de préserver notre planète, puis on se questionne, puis on va au front quand une cimetière comment on appelle ça, une cimentière, en tout cas, Les une, cimenteries. une Oui, oui, oui. cimenterie, une Oui. cimenterie veut s'installer. Tu sais, on se dit non, ça ne pourra pas se faire comme ça se faisait. Mhm. Je ne dis pas qu'il faut bloquer toutes les entreprises, mais on peut demander aux entreprises de trouver des recettes plus responsables qui affectent moins la population, puis qui affectent moins notre environnement, parce que l'environnement, toi et moi, on va passer à un moment donné, mais il y aura nos enfants, puis nos petits-enfants. Puis si on a une qualité de vie, nous autres, dans un environnement extraordinaire, ben, c'est correct pour nos enfants, nos petits-enfants, puis nos arrière-petits-enfants aussi. Donc ça, cette responsabilité-là sociale est de plus en plus présente dans la région. On a des bons leaders qui le font. Puis, je pense on peut être fier dans la région parce que je le vois, le privé impliqué, tu sais, depuis longtemps. Moi, j'ai géré la coop Agriès qu'on a sauvée qui avait eu des problèmes financiers. Puis, il y avait autant des agriculteurs privés que des coops comme la fromagerie, puis d'autres qui mettaient la main à la pâte, que des firmes de comptables puis d'avocats qui nous ont aidés à redresser financièrement. Tu sais, comme tout le monde était là pour Mhm. sauver, puis on l'a sauvé. Donc, j'ai eu plusieurs exemples où est-ce que dans notre région, autant le privé, le social, on a tendu la main pour trouver des façons. On n'a peut-être pas réussi pour Alfred, mais il paraît qu'il y a des belles annonces dans les prochaines années là, qui vont nous permettre d'être fiers de ce lieu-là. Là. Puis c'est encore là, ça a été privé, ça a été des intermédiaires, des organismes qui font de l'accompagnement en développement économique, puis des organisations qui sont en train de le faire avec des agriculteurs, ce projet-là. Donc, je pense qu'on peut être fier. On n'a pas nourri. Tu sais, quand tu disais il y a 30 ans, comment le privé réagissait, ben, c'était des ghettos. Tu sais, il y avait des belles clôtures, puis on ne se parlait pas. Mais depuis plusieurs années, dans Presque à on peut dire que les liens sont là. Euh, on, on travaille plus ensemble, puis on trouve des solutions plus ensemble. Puis, regarde l'immigration.
c'est pas juste du social, il y a du privé impliqué là-dedans là, pour créer de l'emploi. Mais ils sont à la table avec des organismes sociaux pour trouver les meilleures solutions, puis trouver les meilleures façons d'accueillir. Donc, tu sais, je donne plein d'exemples, là, mais ça montre qu'il y a un dynamisme, puis on a ce mariage-là entre les différentes ressources pour réussir tous nos beaux projets, tu sais. Il y a encore Parce bien que, des belles choses qu'on peut faire. Hein. oui, puis, tu sais, c'est aussi il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. On le sait Oui. tout. Puis je pense que là, c'est le combat de convaincre des gens que notre région est meilleure qu'un autre, parce que c'est ça la vie. Hein. On n'a pas le choix de convaincre les gens de s'installer ici. Puis c'est là que la qualité de vie vient jouer là-dedans. Tu as mentionné la cimenterie, qui viendrait affecter certainement la qualité de vie dans la région. Qui veut vivre à côté d'une cimenterie? C'est comme, ça va être plus difficile à attirer les gens autour de ce type d'industrie-là. Euh, mais outre ça, est-ce que les entreprises d'aujourd'hui, euh, mettons qu'on pourrait dire que, et là c'est un peu une généralisation, là, mais tu sais, il y a quand même une mentalité conservatrice quand ça vient aux affaires. Hein. On ne veut pas payer le moins de taxes possible. On paye les comptables très cher pour payer moins cher d'impôts. Est-ce que les entreprises, et je sais pas si c'est la réponse, puis tu donner ton feeling par rapport à ça, est-ce que tu trouves que les entreprises, eux, elles disent, ben garde, au lieu de donner tant aux impôts, si je donne ça à cette organisation-là, je vais avoir un impact direct dans la communauté où ce que l'entreprise se trouve. Parce que c'est un peu ça quand on donne un don à une entreprise d'économie sociale, un don ou une commandite, peu importe. C'est en tant qu'entrepreneur, je me réveille le lendemain matin et ce que les gens ont voulu faire avec mon argent, je le vois là, dans ma communauté. Mhm. Est-ce que c'est une Mhm. opportunité à ce moment-là aux entreprises de vraiment, sans y mettre l'effort organisationnel de le faire, en signant un chèque, ils peuvent voir du jour au lendemain quelque chose qui se passe dans leur communauté. Est-ce que les entreprises sont vraiment aujourd'hui, est-ce qu'ils comprennent l'impact que ça a de donner ou de s'investir dans l'économie sociale dans leur région? Mhm. Ben moi, je te dirais que quand c'est un petit don puis une petite commandite, ils voient peut-être l'activité, mais ils ne voient pas l'impact de l'activité. Tu sais. Tu vois que le festival a eu lieu, tu vois que l'activité a eu Mhm, lieu, mais tu ne vois pas l'impact, comme tu ne vois pas à quel point ça change la communauté. Moi, tu sais, je fais partie des gens qui ont travaillé avec les gouvernements pour dire vos incitatifs fiscaux pour les entreprises, là, ils devraient être encore là plus alléchants. Parce que présentement, pour avoir un reçu d'impôt, il faut que ce soit un organisme de bienfaisance. Puis les entreprises d'économie sociale ne sont pas toutes des organismes de bienfaisance. Donc, nous, ce qu'on disait au gouvernement, c'est si une entreprise privée choisit d'investir dans une entreprise d'économie sociale dans sa région, il devrait avoir un incitatif fiscal. Ça devrait rapporter au privé aussi, parce que bon, il perd de l'argent, tu sais, il prend une partie de mhm, son argent, son profit pour l'investir. Il peut le faire pour la bonne cause, mais pourquoi pas avoir un retour? Puis quand tu as un retour, ben, tu vas peut-être encore en donner plus, puis peut-être pendant plusieurs années, parce que là, tu vas le voir, l'impact. C'est quand tu fais quelque chose pendant un bon bout de temps que les choses changent. Tu sais, si on se donne des bonnes stratégies pour attirer plus de monde dans la région, OK, la première année, on va peut-être en attirer un peu, mais après 5 ans, là, on va être sur toutes les bouches, on va être sur toutes les mhm, tribunes. Il va y avoir du monde qui vont venir, pas parce qu'on les a rencontrés, mais parce que d'autres mondes vont leur avoir parlé, parce qu'ils ont vu nos stratégies, ils ont vu nos dépliants, ils ont vu nos vidéos. Donc, ça a de l'impact. Donc, il faut des stratégies comme ça pour aider les entreprises à investir dans cette économie-là. Moi, j'ai toujours rêvé puis la Société de développement économique de Prescott Russell crée a plusieurs fonds pour soutenir le développement économique. Ils ont, à un moment donné, il y a plusieurs années, ils ont décidé aussi de dire les entreprises d'économie sociale et solidaire, on va prêter l'argent, on va les soutenir. Ils ont déjà soutenu Convex puis d'autres. Mais ça a pris du temps à les convaincre. Pas juste eux, c'était toutes les mhm. sociétés de développement économique qui étaient habituées de financer des entreprises privées, mais qui ne le faisaient pas avec le social. Mais là, ils le font. Tu vois, ça change tranquillement. Puis je pense que le privé il va toujours avoir des entreprises qui vont faire un chèque, c'est rapide, puis ils vont être contents. Mais il y en a d'autres qui veulent vraiment faire partie de la solution. Ils voient les problèmes, il faut attirer plus de monde. Ça, j'ai pas vu ça dans notre région encore, puis peut-être ça existe, mais je parlais avec un entrepreneur de Sudbury qui, lui, il fait partie des projets de mine à Dubreuilville. Puis c'est un fondeur, là, tu sais, il y a une fonderie. Puis il a décidé de carrément investir pour construire des bâtiments, des appartements, pour permettre aux travailleurs de venir loger à Dubreuilville, parce qu'il n'y a pas de place pour loger. Tu sais, c'est beau de trouver le monde, mais si tu n'as pas de place pour les loger, ils ne vont pas rester. C'est Si tu le as défi, juste du ouais. logement et tu n'as pas de bon travail, ils ne resteront pas, ils ne pourront pas se payer le logement. Tu sais, c'est un catch-22.
Puis là, ben, c'est ça, c'est juste si tu peux travailler privé, social, public, qu'on peut vraiment avoir des solutions comme ça. Le social est habitué de travailler en gang, travailler sur des projets collectifs. Lui, il pourrait aider à créer les projets d'habitation, tu sais. Puis le privé pourrait investir un peu, puis leur argent servirait d'effet levier pour amener de l'argent du public. Tu sais, comme ça serait gagnant de penser de plus en plus à des projets comme ça. Puis ça s'en vient parce qu'il y en a là, qui jasent. Là. Tu sais, le projet de Valoris que je te disais de la coop, on va consulter des entrepreneurs privés, des développeurs pour avoir des vrais chiffres, pour vraiment développer un bon plan d'affaires, puis que ça tienne la route, puis après ça, mobiliser les fonds. Puis comme tu as dit, le social peut peut-être avoir accès à des subventions que le privé n'a pas accès, mais le privé a accès à des ressources que le social n'a pas accès. Donc, imagine, plus on va se parler, plus on va se connaître, plus on va être capable de dire où sont les ressources, puis qu'on va être capable d'avoir la même lecture de nos problèmes qu'on a dans notre région, de nos enjeux. C'est rien que des belles solutions qu'on va voir, puis ce sera le bon monde qui vont s'associer au bon projet, puis ça va être vraiment, en tout cas, ça va être extraordinaire parce que on n'enverra pas de défis, on va juste voir comment on peut travailler ensemble pour mettre en place des solutions. Attirer du monde, ça demande toutes sortes de monde pour Ah faire de ouais. la cabale, faire la campagne. Puis ça ne peut pas être juste le privé, puis ça ne peut pas juste être le gouvernement. Donc, la communauté critique par rapport à ça. La qualité de vie, ça attire le monde. Les gens veulent plus faire du mélange télétravail, puis, tu sais, on l'a vécu, Oui, là, puis là, il y a du monde absolument. qui ont bien mordu à ça. Donc, tu mélanges télétravail en présentiel, dans un milieu de nature, je peux aller me baigner, je peux aller faire Mhm. je sais pas, de la marche, de la moto, du vélo. C'est comme, tu crées des environnements où est-ce que les gens disent, mon Dieu, entre Montréal, puis aller peut-être à Hawkesbury ou aller à Rockland, je vais aller dans cette région-là. J'ai tout ce que je peux trouver qui peuvent répondre à mes besoins de base. Puis en plus, j'ai plus avec la nature que ce que ça m'apporte pour la qualité de vie. Puis je vais peut-être avoir le goût d'avoir une famille, tu sais, puis de Absolument. m'installer pour vrai. Puis il y a quand même une génération, on parle des Gen Z, là, eux, ils ont goûté à ça, travailler de la maison. Je pense qu'ils ne retourneront plus jamais, jamais rentrer à la job physiquement. Tu sais, c'est des gens qui sont sur le web depuis longtemps, tout ça. Puis fait que ça va être très difficile. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. Puis tu sais, je soupçonne qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont réinventés pendant la pandémie, qui ont créé leur propre petit business, qui font des sous par mois, puis qui ont réalisé qu'en 30 heures semaine, au lieu de 60, je fais le même salaire à vendre mes services directement. On pense à là, 40 ans, 30 ans passés, de lancer en affaires, c'est tu payes pour les pages jaunes, pour te faire connaître. Aujourd'hui, une page Facebook, puis un bon post, puis tu as 3 téléphones dans la semaine, puis t'es plombier, tu sais. Fait que ça change un peu Mm. la dynamique à ce moment-là de l'économie. Et il y a aussi l'aspect marketing de la chose. Je pense que les entreprises aujourd'hui, avec les médias sociaux, sont peut-être à bout de faire du brag marketing que j'appelle. Donc, tu sais, des entreprises comme check notre produit meilleur que l'autre, ça. Là, les entreprises doivent faire du contenu social pour être associées à du social. Fait que je trouve que l'économie sociale en ce moment a une belle opportunité avec les médias sociaux de créer du contenu et de s'associer pour commencer ce contenu-là pour financer des projets. Et comme tu disais, les compagnies privées sont là pour faire de l'argent. Donc, ils sont peut-être tannés de payer 15 000 pour le 9e trou dans un tournoi de golf avec une pancarte ça de grande, tandis que je paye 10 000 cette organisation elle me fait une vidéo où est-ce que je présente le projet, tout ça. Fait qu'il y a une belle opportunité, je pense, là, pour faire Mm. rayonner les entreprises privées au travers du marketing. Puis, quand on regarde le marketing de cette entreprise-là, par la suite, ben, il y a une histoire à raconter parce que l'économie sociale, c'est une histoire. Une, Exact. une business privée, c'est l'histoire de faire de l'argent. Tu peux avoir l'histoire du fondateur, je comprends. C'est une belle histoire quand même. Mais l'économie sociale, ça répond à un besoin. Donc, l'histoire est un peu. Vous savez déjà qu'est-ce qui est un succès pour vous quand vous lancez une entreprise d'économie sociale. Parce que ça Ben, répond à le un premier besoin fixe. succès, c'est parce qu'on a répondu aux besoins ou qu'on commence à Exact. répondre aux besoins. Puis là, on voit qu'il y a du monde heureux de vivre là, ou d'acheter la bonne bouffe ou de soutenir l'économie locale ou de se sentir qu'ils créent de l'emploi chez eux, tu sais, puis on le sent. Puis, tu sais, j'ai dit, parce que dans les cours d'économie puis d'affaires, on dit souvent, comme on a dit, toi puis moi, l'entreprise privée, elle est là pour faire de l'argent. Oui, elle doit faire des profits si elle va continuer d'exister. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces profits-là. Puis si on veut faire des profits à outrance, tu exploites tes employés, tu exploites tes consommateurs, consommatrices, tu vends cher un bout, tu payes moins cher. Tu sais, comme, ben, doit en avoir chez nous aussi, là, comme il y en a partout sur la planète, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs privés qui ont vraiment le cœur sur la main dans la région, qui font des bonnes business, qui en font des Absolument. profits, mais qui sont des bons citoyens, puis
tu sais, comme moi, je les vois, là, je les croise des fois dans des réunions ou sur des CA, puis c'est du monde fascinant, puis ils donnent de leur temps pour aider du développement de la communauté. Puis, mais il y en a qui sont là pour faire l'argent, mais c'est, tu sais, on voit que ça change, ça. Il y a le profit, mais aussi l'engagement dans la communauté. Tandis qu'ils peuvent apprendre de l'économie sociale pour continuer, comme tu as dit, à améliorer leur message, améliorer le reach-out, tu sais, comme de vraiment rejoindre la communauté, mobiliser la communauté. C'est juste gagnant d'aller chercher les meilleures pratiques de partout puis de dire, parlons-nous. Tu sais, comme tu donnais l'exemple, plein de monde travaille à la maison dans Prescott Russell, comme partout sur la planète. Puis là, chacun a sa petite business. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir convoquer tout ce monde-là puis leur créer un genre de power où est-ce qu'ils peuvent se voir puis de Ouais. dire comment on gagnerait à faire de la promotion ensemble Mhm. pour peut-être aller chercher d'autres plus gros clients. Être petit, tu peux être autonome. Mais si le même service, tu t'associes à 5 autres personnes qui offrent à peu près des services similaires, puis tout d'un coup, tu peux aller chercher un méga gros contrat. Tu sais, au lieu d'aller chercher des petits contrats à Mhm. pièces, tu as un gros contrat, tu as un revenu assuré sur une plus longue. Ça va être le collectif qui te donne cette marge de manœuvre-là. Absolument. Tu sais. Peut-être qu'il va falloir convoquer ce monde-là à un moment donné et dire qu'est-ce que vous auriez de besoin pour continuer à consolider. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont être rendus assez gros, ils vont vouloir créer 3, 4 jobs chacun. Tu sais, Et, on ne et sait pas ça, et comment ça ça, va virer. et ça était, j'ai vu ça en ce moment, en fait. Euh, les gens, il y a personne qui va être mon employé. Fait que j'ai juste des pigistes. On travaille avec des pigistes. Ils font leur Hey, propre chose. Je join the deviens, club, c'est la même chose pour moi. je deviens un peu ce qu'on appelle une cash cow, là, tu sais. Donc, j'ai plus de contrats, donc je leur donne beaucoup de contrats. On a une belle relation comme ça. Mais je trouve que, en tout cas, pour ma génération, ce que je peux voir autour de moi, puis j'engage beaucoup les générations plus jeunes, milléniaux et jeunes milléniaux et Gen Z, et on parle beaucoup plus de coopération que de compétition. Tu Exact. sais, on se fait overbooker rapidement, peu importe ce que ton domaine, et là, on cherche de l'aide pour quand même servir le client. Et là, mon téléphone sonne, je coopère avec un projet avec un autre, là, whoop, puis on dirait que je suis pas en compétition, mais si on fait un peu la même chose, puis c'est tout pas grave. Je trouve ça beau, sans avoir une coopérative organisée, on n'est pas rien de signé, c'est Exact. crache la main, serre la main, là. On s'entend avec des mots, mais je pense que c'est un peu le futur pour plusieurs entreprises. Au lieu d'avoir des employés, on va tous travailler ensemble, d'un de la maison, mais aussi au travers d'une coopération. Et j'aimerais juste renchérir là-dessus, parce que je suis vraiment intéressé par ça. Tu as dit tantôt que tu avais proposé au gouvernement, tu as fait pour justement quand on donne ou on investit dans une coopérative, un but lucratif, qu'on ait ce fameux crédit d'impôt-là pour une organisation, excuse-moi, de bienfaisance. Euh, en ce moment, et ça peut ouvrir des portes incroyables parce que là, ça change toute la façon qu'on donnerait de l'argent. Sait, on paye déjà, je pense que c'est 9% d'impôt sur le premier 250 000. Là. Fait que si tu donnerais 50 000, tu paierais moins d'impôts. Fait que tant qu'à payer de l'impôt, on va le donner à la gang de fous qui font du théâtre sur le bord de la rue. C'est un peu ça Hein. l'idée. C'est super. Mais où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Puis en ce moment, est-ce qu'il y a un workaround pour les coopératives puis les abus lucratifs pour inciter les entreprises à donner quand même? Et là, j'invente un peu la solution. Je sais pas si c'est une solution qui existe ou même légale. Donc, je sais pas, je vais faire attention à ce que je dis, mais mettons, moi, je pars un avion lucratif puis je dis, moi, je vais faire des web-séries dans ma région. Moi, je vais compter l'histoire de la région. Mais je veux que les entreprises me donnent de l'argent. Mais je veux que leur argent qu'ils me donnent m'en donne plus. Mais il faut qu'eux autres aient un crédit d'impôt. Mais là, je suis pas de bienfaisant, je compte des histoires. C'est pas, je suis pas une charité. Est-ce que, légalement, ça se fait pour moi de revirer le bord et dire, hey, bonne idée. On part d'un risque de bienfaisance, qui est le Conseil des arts de quelque chose. On fait donner l'argent à cette organisation-là pour juste donner de l'argent par la suite à la gang qui font des web-séries. Est-ce que ça, en ce moment, c'est une structure qui fonctionne pour bypasser un Ben peu? oui, ben, c'est pas du bypass, c'est légal de se OK. créer une fondation qui va soutenir des causes localement. Right. Puis, tu sais, je regarde le droit. Tu connais le journal Le Droit? Oui. Le journal Le Droit a été transformé en coop. Ça fait partie d'une méga coop, CN2I, qui fait partie de 6 journaux. Ben, c'était des journaux privés qui se sont transformés en coop à but lucratif. Puis le CN2I ben, peut recevoir, puis ils ont une fondation, je ne sais plus ouais, où là-dedans, mais ils peuvent recevoir des dons. Puis, ah oui, oui, c'est leur fédération des journaux de je ne sais pas trop quoi de la francophonie. OK. Et la fédération reçoit les dons, émet des reçus, puis l'argent est remis dans les journaux pour la production. Donc, oui, il y a des moyens de faire des choses très, très novatrices. Avec le sociofinancement, le crowdfunding, des fois, le Aussi. monde simplifie l'accès au financement, l'accès à l'investissement.
On peut avoir autant des dons que des prêts via maintenant le crowdfunding, le sociofinancement. Ça permet à l'entreprise privée. Nous, ce qu'on voulait, puis il y a eu des projets pilotes en passant au niveau fédéral, puis ça semble aller dans cette voie-là, là, de pouvoir permettre à des privés d'investir dans des entreprises sociales, puis d'avoir des retours d'impôts, des crédits d'impôt pour cet investissement-là. Ça va loin, là. On parle même d'obligations à impact social, où est-ce que là, les entrepreneurs achèteraient des obligations dans ces entreprises-là, puis ça serait garanti par l'État, par le gouvernement. S'il y a Wow. des pertes, l'entreprise ne perd rien, mais on sert du cash de l'entreprise pour vraiment avoir des projets qui ont un impact dans la communauté. Toutes sortes de projets pilotes se sont faits. Il y a des pays qui ont mis en place ces mécanismes-là. Le gouvernement au Canada regarde ces initiatives-là, puis apprend de comment ça marche, puis si ça fonctionne, si ça a de l'impact positif. Donc, tout ça bouge présentement. Puis, il y a un programme, c'est le programme d'être prêt à l'investissement qui vient d'être lancé au niveau fédéral pour les entreprises d'économie sociale. Puis, c'est dans cette logique-là là, de faire connaître, mais soutenir, puis développer aussi une culture d'avoir accès à des prêts. Tu sais, comme une entreprise d'économie sociale, souvent, elle va avoir peur d'aller chercher des prêts parce qu'elle va se dire, ben, peut-être ça va être difficile à rembourser. L'entreprise privée, si elle a besoin d'argent, elle va aller chercher le prêt. Tu sais, parce qu'on est tellement, on se va tout donner, hein, on va faire des 16 heures par jour, puis mais il faut développer la culture aussi dans les entreprises d'économie sociale, d'avoir tellement confiance dans son plan d'affaires que de croire qu'on peut aller chercher, oui, des subventions, mais qu'on pourrait aller chercher des prêts et être capable de faire assez d'affaires pour les rembourser. Donc, la culture entrepreneuriale, on peut apprendre du privé et du social. La culture de marketing, on peut apprendre de l'un et l'autre. La culture de mobiliser des consommateurs, des consommatrices, on peut apprendre les uns. Tu vois, c'est à tous les niveaux, on gagnerait à apprendre les uns des autres pour soutenir notre économie dans notre région. Parce que c'est sûr, quand tu n'as pas un background d'entrepreneur, je n'avais pas un avant que je lance en affaires, là. Quand tu tombes dans des chiffres de 25, 50 000, puis tu fais des prêts, t'es comme, hey, je m'en vais en prison. Tu fais des gros prêts, t'es comme, mon Dieu. Mais c'est normal parce que et ça m'a vraiment, je vois l'argent comment différemment aujourd'hui. C'est pas, l'argent, c'est pas pour m'acheter un auto, c'est pas pour m'acheter un bateau, c'est des ressources à faire grandir mon entreprise, peu Exact. importe. Puis il faut pas avoir peur de demander des ressources. Puis souvent, quand on est salarié pendant longtemps, on pense que l'argent est juste à notre compte de banque, mais il y a tellement d'argent dans la communauté qui peuvent être mis au profit de la communauté, justement, mais les entreprises veulent des projets qui sont novateurs et qui auront un impact quand on donne de l'argent. C'est sûr, certain qu'on veut ça. Euh, donc, je peux comprendre que, mettons, qu'on met des gens qui ont étudié en sciences sociales ensemble, on fait un projet, tout ça, puis tu n'as jamais été en affaires. Ça fait tellement peur emprunter 50 000 sur 5 ans, mais quand tu réalises, c'est juste 2 000 $ par mois. Faut que tu te ramasses, là, sur 5 ans, ça serait 1 000 $ par mois. Puis là, tu réalises, il faut que je ramasse 12 000 $ par année pour payer mon prêt, mais j'ai 50 000 dans mon compte de banque quand me réveille le matin. Il faut juste pas avoir peur de cette relation-là avec l'argent, même en économie sociale, pour justement être Exact. capable de pousser. Puis je pense que c'est là peut-être que les entrepreneurs sur des boards, des CA, qui vont dire, hey guys, c'est pas un stress. Tu sais, comme, everything's OK. On peut emprunter 100 000 sur 5 ans, c'est 2 000 $ par mois, 10 tu sais. Mhm. Fait que je pense que c'est juste une différente culture. Puis c'est là que tu te dis justement que j'aime bien que les gens vont apprendre un de l'autre à ce moment-là. Puis ça, c'est super. Ben, c'est Tantôt, pour ça que ouais, toutes les formations en entrepreneuriat, moi, le monde me dit, mais si tu pourras créer une entreprise privée ou une entreprise sociale, hey, ta formation d'entrepreneuriat, là, elle va être bonne, quelle que soit la structure d'entreprise que tu vas suivre. Va la suivre, apprends du marketing, tout ça. Peut-être que si tu pars une entreprise d'économie sociale, tu vas aller prendre ton cours de marketing standard, puis peut-être après, tu vas aller fouiller ce que c'est le marketing social, puis tu vas juste être mhm, plus riche en connaissances. Puis ça va te servir, tu sais, tu vas avoir plein de cordes à ton arc. Puis, en tout cas, développer la culture entrepreneuriale, c'est pas là qu'on devrait diviser les types d'entreprises, parce que c'est là qu'on crée des ghettos, tu sais, on crée tu mhm. sais, la chambre de commerce des entreprises privées, puis le réseau des organismes à but non lucratif. Non, il faut que tout le monde qui sont en affaires, qui vendent des produits et des services sur le marché, puisse se retrouver, que ce soit à la chambre de commerce ou dans un autre réseau, pour échanger, voir est-ce qu'ils peuvent acheter des uns des autres, est-ce qu'ils peuvent Mhm. fournir des services de l'un à l'autre pour qu'encore là, parce que des fois, on achète d'ailleurs. Pourquoi pas regarder à acheter plus proche, tu sais, avoir accès à des fournitures plus proches ou offrir des fournitures plus proches aux autres entreprises que de toujours aller chercher plus loin, tu sais, puis là, créer plus d'emplois chez nous. En tout cas, plus ce monde-là vont se parler,
plus on va avoir des stratégies qu'on dit de développement économique communautaire. Donc, c'est un développement du territoire par une variété de stratégies économiques, une variété de stratégies entrepreneuriales. Puis le gars qui veut partir seul en affaires, c'est correct. Essaye de le faire avec un cœur sur la main, là, puis de ne pas exploiter ton monde, puis on va être super content. Puis la gang qui veut partir une entreprise aussi, on devrait leur dire, yeah, c'est pas du social, c'est une business. On est là aussi pour vous appuyer. Puis que tous les acteurs économiques s'informent sur ce que c'est pour adapter leur accompagnement. C'est pas pareil à accompagner un individu qui part en affaires, puis 6 individus qui partent en affaires. Il faut les aider à avoir une vision commune du projet, à mettre la main à la pâte dans la réalisation de leur plan d'affaires. Tu sais, à chaque étape, il faut que les 6 marchent en même temps. Pas tout Mhm. à fait évident. C'est pas le même accompagnement que de suivre une personne puis de lui donner du coaching. Puis, tu Absolument. sais, s'il recule de 3 pas, c'est une personne. Tu sais, là, c'est 6. Donc, il faut que tout le monde s'adapte à n'importe quel type d'entrepreneuriat, puis que nos entrepreneurs se parlent, les hommes, les femmes, les nouveaux arrivants, tu sais, comme il y en a qui ont été des excellents chefs d'entreprise dans leur pays d'origine. Puis s'ils arrivaient à Hawkesbury puis qu'ils se disaient, hey, il y en a des milliers d'entreprises qui n'ont pas de repreneurs. Peut-être qu'on devrait les aider, ce monde-là, à découvrir l'entrepreneuriat au Canada, puis Mhm. reprendre des business. Vous n'avez pas besoin de toujours créer du neuf, là. Reprendre Mhm. une business qui a déjà une bonne clientèle établie. Puis ça, dans Prescott Russell, il y en a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de repreneurs. C'est Tu le sais, gros les enfants défi. veulent pas reprendre la business. Ben oui, aidons ce monde-là. Puis ça peut être un individu ou ça peut être un groupe d'individus, un groupe de personnes qui vont vouloir reprendre une business. Des fois, c'est moins compliqué. C'est plus facile de trouver plus de cash. Il y a plus de monde qui met la main à la roue. Tu sais, chaque personne amène son 5 000, son 10 000, son 20 000. On a le cash, puis on peut apprendre de l'expérience de celui qui va vendre, puis Ça, on c'est maintient une entreprise dans la région. ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce qu'une entreprise privée incorporée, sharehold, c'est comme des shares, peu importe, bon, la personne veut vendre, les enfants sont à Toronto, ils veulent pas acheter l'entreprise, ils sont partis. Est-ce qu'un groupe de gens pourrait dire, ben nous, est-ce qu'une coop, on forme une coop, peut acheter une entreprise incorporée? Ben Ben oui, c'est puis il y a même des OK. scénarios là, de mitoyens comme genre, mettons que le propriétaire voudrait rester encore propriétaire. Ça pourrait devenir une coop travailleur-actionnaire, où est-ce qu'il y a une partie des actions, ça peut être 50% plus un ou moins 30%, où est-ce qu'on aide nos travailleurs à devenir des actionnaires d'abord en entreprise. Ça peut rester que ça, le scénario. Ça peut être aussi un scénario où est-ce qu'on voit la transmission de l'entreprise privée puis la transformation en entreprise coopérative. Puis là, le propriétaire peut rester encore là quelques années dans le portrait pour partager son savoir, son savoir-faire, parce qu'il ne veut pas fermer les portes, mais il va aider ses travailleurs à acheter la business. Donc, il peut même les aider en les finançant un peu, leur donner plus de lousse pour avoir accès à du Mhm. financement ou de repaiement ou quoi que ce soit. Puis, on en voit de plus en plus qui se créent autant en Ontario qu'au Québec de ces coops-là où est-ce qu'on a aidé des travailleurs à acheter ou un groupe de la communauté à acheter. L'expérience que je donne souvent, c'est à Moonbeam. Je ne sais pas si tu connais. J'étais là la semaine d'avant pour Ah, un ben, regarde projet. donc. Donc, ouais, 20 heures de route pour 3 heures de As-tu vu tournage. C'est super. l'épicerie? As-tu L'épicerie. Ah vu oui, la l'épicerie? coop. Ben oui, la coop. Ben oui, absolument, absolument. Bon, ben garde ça, là, c'est un bon exemple. Un village, là, où tu es en train de perdre tout, c'est un village qui est en Mhm. train de mourir, tout ça. Puis le monde, là, ils ont tout été attirés par le Walmart qui s'est installé à Cap. Tu sais, ils étaient prêts à faire des 45 minutes pour aller au Walmart au lieu de soutenir leur économie, leur épicerie locale. Puis le propriétaire, ses enfants ne voulaient pas reprendre ça. Personne ne voulait acheter. Puis à un moment donné, la communauté, quand ils ont dit, ben là, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas fermer notre épicerie, la communauté s'est mise ensemble, ils ont créé une coop, ils ont mobilisé, je pense, c'est 300 000 pièces en dans quelques semaines pour acheter. Ils ont convaincu l'Alliance des caisses de mettre la mise de fonds parce qu'il y avait quand même un actif, un terrain, une bâtisse et tout ça. Ben maintenant, l'épicerie, c'est super. Puis c'est des produits que le monde veut. Donc, ils vont soutenir leur épicerie au lieu d'aller au Walmart. Puis ils ont je sais pas, il pourrait avoir 500 membres, là, peut-être à Moonbeam, mais ils en ont plus que ça, parce que même des gens des villages environnants ont décidé d'être membres de la coop et de soutenir la coop. Puis la coop offre vraiment des produits, puis les gens sont fiers, c'est leur entreprise collective. Mais ils l'ont sauvé, leur épicerie. Puis ça a maintenu 6, 7, 8 jobs dans un petit village comme Mhm. ça change quelque chose. C'est tout ton cousin, ta cousine, ta soeur, ton ami, tu sais. Puis ils l'ont sauvé, puis ça a plus d'impact.
Puis à Hearst, Maison Verte, ça a été créé par un groupe de femmes monoparentales il y a 33 ans. Ils se sont dit, mais ça s'apprend peut-être planter des arbres. Puis maintenant, c'est une entreprise de plus de 4-5 millions de dollars, des serres, des Wow. terrains. Ils ont même de l'alimentaire. Tu sais, une tomate qui part du Chili puis qui monte à eux, c'est pas nécessairement très fraîche. Hein? Ben là, Non, de faire pousser toujours des d'accord. tomates Ouais. ou des concombres Uh-huh. directement là, ben, le Absolument. monde l'achète, tu sais, puis ils sont fiers. Tu sais. Donc, il s'en passe plein d'exemples comme ça partout sur la planète, puis surtout dans notre communauté francophone, il y a plein d'exemples. Comme tu as dit, il faut apprendre à les raconter, ces histoires-là, pour s'inspirer les uns des autres. Puis, bien des entreprises qui seront à vendre, ou qui sont à vendre présentement, pourraient être repris par des gens qu'on a le goût d'attirer dans notre région ou par des gens qui sont peut-être déjà dans la région puis qui aimeraient changer de job. Puis, ça veut dire qu'il faut adapter notre accompagnement pour développer l'entrepreneuriat. Puis, on a des belles ressources dans la région. Et après, Scott Russell veut pas enchérir sur les épiceries. Beaucoup d'épiceries ont fermé dans les petits villages, un peu partout. Puis là, on parle de désert alimentaire. On parle d'une personne, ça va coûter 40 pièces de taxi pour faire 20 pièces d'épicerie. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis je trouve que c'est une belle C'est solution, ça. ridicule. C'est une belle solution d'avoir un point de vente. Ne serait-ce qu'un point de vente, une coop, des gens se mettraient ensemble pour, donc Moonbeam, ça serait un bel exemple pour les communautés de Prescott Russell. Si jamais ils trouvent que la nourriture est trop loin, Exactement. on a, et là, je n'aimerais pas de nom parce que c'est pas, j'ai pas vérifié ça, faut faire attention, mais je pense qu'il y avait une épicerie qui a fermé dans une des communautés à Prescott Russell et il y a un monsieur qui appartient des dépanneurs qui a fait, bon, ben, il a comme réinvesti son dépanneur pour qu'il y ait au moins un peu de bouffe dans, tu sais, c'est pas un dépanneur, ça n'a pas beaucoup de bouffe, mais là, il y a comme une mini épicerie de rien, mais il n'y a pas moyen de faire ça, ce monsieur-là. Il fait pas bien d'argent, je pense, avec, en agrandissant sa station de Non. gaz, parce que la grande majorité des gens ont une auto pour aller faire leur épicerie, mais juste penser à la personne, vieillissante, on parle de, tu sais, 80 ans, elle peut pas aller sur la 17, aller faire son épicerie, et là, c'est fermé à côté de chez eux. Eh Euh, non. des alimentaires, c'est horrible. Je pense que c'est une belle solution. Moonbeam est un bel exemple à ce moment-là des gens qui sont mis ensemble pour pas vivre ça, justement, parce que, et c'est quelque chose que les gens ont fait, sûrement que eux avaient le luxe d'avoir une auto puis de se rendre à Walmart. Mais il y a des gens à Moonbeam qui sont vieillissants, peuvent plus conduire, peu importe. Non, Donc là, ça mais les toi, sauvé. c'est ça qui a fait réveiller le monde parce qu'ils se sont dit peut-être qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller au Walmart, mais dans 10 ans, si je tombe Mhm, malade dans 5 ans, je vais vieillir, ça ne me tentera plus de faire les 45 minutes. Tu sais, c'est ça, il y a eu le réveil. Tu sais, ils se sont parlé entre eux pour dire hey, il faut la sauver maintenant, là, parce que dans 5 6 ans, on va être dans merde, dans chenoute. Et tu vois ce que tu nommes comme problématique dans les villages, si les bâtisses sont encore là, on peut encore trouver des solutions. Tu sais. absolument. Puis, ça peut être des solutions collectives d'un village à l'autre, d'avoir un circuit alimentaire. Parce que, en plus, imagine, là, avec l'augmentation de l'essence qu'il y a eu dans les dernières années, ça a été ridicule. Le monde qui avait peu de moyens, on sait, là, la pauvreté, elle ne vit pas sur la route principale, elle vit dans les rangs. Hein. Mhm, Moi, je vais à Treadwell, puis il y a des rangs que tu le savais, que c'était du monde qui n'avait pas beaucoup de moyens. Puis, en tout cas, il faut trouver des façons pour régler ce problème-là alimentaire. Puis, on a des belles terres dans notre région, puis il y en a des jeunes producteurs qui produisent pas de grandes superficies, mais qui produisent la qualité. Il faut trouver des façons, continuer à trouver des façons, parce qu'il y en a des belles, là, des belles stratégies de vendre des produits locaux à prix abordable, des rendre accessibles, mais aussi de se recréer ces espaces-là, comme nos épiceries de proximité. absolument. C'est proche de nous. Proximité, c'est proche de nous. Là, tout le monde devrait. Tu sais, la joke du Canadian Tire, tu sais, il disait il y a toujours un Canadian Tire au Canada à 12 minutes de chez toi. Mhm. Ben, moi, c'est une épicerie qui devrait être à 10 minutes de chez toi, Ouais, là, tu sais, ouais, ouais, partout ouais, au ouais, ouais. Canada. Puis, tu sais, moi, Abs- quand- en tout cas, c'est vrai, quand le Canadian Tire, où est-ce qu'ils sont dans presque tu fais ouais. 10, 12, 15 minutes, puis tu es arrivé à une autre, puis là, tu en fais une autre, tu sais. Mais c'est l'épicerie, c'est la bourse, c'est un besoin de base. Tout le monde Mhm. a besoin de manger, puis de bien Ouais, manger. absolument, absolument. Puis, je vais faire un lien peut-être avec ça quand on parlait du mot économos, le terme grec, mais un peu trop. Économos, oui. Ah oui, exact. On parlait, c'était au sein de l'économie, microéconomie, hein, dans la maison, les familles, tout ça, et souvent mené par la femme. Tout au long de ta carrière, parle-moi un peu de la place de la femme au sein des économies sociales, puis du combat d'économie sociale. J'ai vu, tu as reçu un prix pour l'autonomisation.
des femmes. Mhm. Parle-moi un peu de ça. Je suis un peu au courant de ça. J'ai étudié en sciences politiques, en développement international, puis j'ai vraiment aimé comment qu'on a réinventé les entreprises dans les pays en voie de développement, puis souvent mettant de la femme de l'avant. Euh, Parle-moi un peu Mhm. cette expérience-là pour toi, puis l'importance de la femme pour toi dans le rôle politique, économique en ce moment et dans le temps. Mhm. Mais je pense qu'il y a un éveil depuis une dizaine d'années sur l'entrepreneuriat féminin ou les femmes entrepreneurs, qu'elles devraient être plus présentes dans tous les postes de pouvoir, dans l'entreprise privée, l'entreprise sociale et partout. Dans l'entreprise privée, c'était pas le cas, c'était des CA entièrement masculins. Mais là, ils se sont rendus compte, puis études à l'appui, que plus tu avais de femmes sur des grands conseils d'administration, plus les entreprises se portaient bien. Les décisions étaient plus songées, pas parce que la femme manipulait les hommes, au contraire, ça amenait toutes les façons de penser quand un CA prenait une décision, puis ça a vraiment porté fruit pour ces entreprises-là. Dans l'économie sociale, c'est l'inverse, dans le sens que on est majoritaire, les femmes, dans cette Mhm. économie-là. Ça, c'est pas une surprise. Dans certains pays, c'est 80-90. Au Canada, on dit que ça représente au moins 60 des membres des entreprises d'économie sociale sont des femmes, 60-65. Sauf que très souvent, les postes de pouvoir étaient par des hommes. On voyait ce qu'on voyait aussi dans les pays en développement, puis on ne tenait pas compte. On essayait les femmes se retrouvaient dans cette économie-là parce qu'ils disaient c'est une économie avec des valeurs, on va travailler fort, on va se créer de l'emploi. Des fois, on se payait mal pour maintenir l'entreprise. C'était pas nécessairement toujours beau et rose là, et tout ça. Puis l'autonomisation, c'est qu'on s'est mis à réfléchir sur comment améliorer ces pratiques-là économiques et entrepreneuriales pour réellement être honnête avec nos valeurs, honnête avec nos principes. Si on dit qu'on crée des emplois décents, il faut générer assez de revenus pour les avoir, les emplois décents. Si on dit que faut que la gestion de l'entreprise, ce soit une entreprise avec perspective de genre, de s'assurer qu'il y a vraiment des hommes et des femmes sur les conseils d'administration ou même nombre d'hommes ou de femmes dans les postes de direction, que les femmes ne se retrouvent pas juste comme les travailleurs de première ligne, puis que les hommes se retrouvent dans les pôles de gestion. Puis, tu sais, on dit toujours, ah, mais c'est parce que la femme, elle préfère ça, parce que dans le fond, plusieurs années de sa vie, elle va aller à la maison, elle va avoir ses enfants, tout ça, mais c'est pas qu'elle préfère ça, c'est que souvent, c'est ce qui est le plus abordable ou accessible Mhm. quand tu veux gérer vie de famille puis vie de travail. Parce qu'on sait, les postes de direction, on n'a pas adapté nécessairement à la réalité des femmes. Donc, dans l'économie sociale, on se pose ces questions-là. On essaie de se donner des pratiques qui respectent la réalité des personnes, tout en étant efficace à gérer une entreprise, là. Puis quand on dit autonomisation, c'est vraiment aider toutes les personnes qui font partie du projet à prendre leur place, à se Mhm. découvrir, à développer leur talent, à développer leur motivation, puis leur utilité dans le projet, puis dans leur communauté. Puis quand la personne elle se développe autant qu'elle devient autonome dans sa vie professionnelle, elle l'est souvent aussi dans sa vie personnelle. Ça fait juste du monde plus solide sur leurs pieds, plus avec une identité forte, des citoyens, des citoyennes qui prennent leur place. Puis, donc, c'est ça. Moi, au niveau de l'autonomisation, ben, quand on fait de l'accompagnement d'entrepreneuriat, ben, souvent, on dit c'est 6, 7 étapes, créer une entreprise. Ben, nous autres, ça en est 12 parce qu'on travaille majoritairement avec des femmes. Puis les premières étapes, ça va être la croissance personnelle puis la confiance en soi. Beaucoup de femmes vont dire, ben, l'économie, c'est pas pour moi, je connais rien là-dedans. Pourtant, elles gèrent toutes les affaires de la maison, puis elles gèrent quand même un budget important, là, puis ben du monde, puis ben des ressources, mais l'entreprise, je me sens pas en confiance. Donc, on travaille là-dessus. À chaque étape de développement de l'entreprise, ben, encore là, on fait autant du travail personnel que du travail professionnel, du renforcement de capacité. Puis, ça fait que les femmes, à la fin, ils développent des entreprises qui sont aussi performantes que n'importe qui d'autre créerait des entreprises. Donc, c'est ça, la place des femmes, l'entrepreneuriat féminin, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, la société en général s'est réveillée. Tout le monde fait de la cabale sur l'entrepreneuriat féminin, c'est important. Le leadership féminin en affaires, c'est important. Puis il faut qu'il y ait des femmes et des hommes dans les différents paliers de n'importe quel type d'entreprise si on veut avoir des entreprises qui vont être performantes, qui vont avoir un rôle clé dans la communauté, puis qui vont faire ce qu'ils sont supposés de faire en fonction de leur mission et de leur raison d'être.
Puis l'économie sociale, mais c'est qu'on se rajoute des valeurs de plus, hein. Il y a la valeur de la démocratie, la collaboration, l'ancrage dans la communauté, la coopération avec les autres, dans les coopératives et la coopération entre coopératives. C'est comme il y a des principes qui font que, en plus des 4 P de l'entreprise, ben, nous autres, on rajoute des P pour dire la place est importante, la participation des gens est importante, la démocratie est importante, puis il faut se former, ça ne s'apprend pas sur le coin d'une table, il faut se former, s'informer, puis continuer à grandir ensemble dans nos projets d'entreprise. J'ai bien aimé que tu parles de croissance personnelle avant, comme première étape, parce que souvent, on se pigeonhole, donc moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Puis ça prend des fois des gens, et j'ai vécu ça, j'ai un coach d'affaires parce que sinon, je m'invente un personnage peut-être, tu sais, Max est comme ça, Max est comme ci. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, parce que je suis comme ça. Ça m'aide juste à parler avec un coach d'affaires qui me dit, ben Max, tout est possible. Si tu changes ça, tu changes ça, puis tu peux changer, tu peux même changer ta mentalité par rapport à quelque chose. Puis tout est devenu moins stressant. Euh, Mm. Sinon, comme je te disais tantôt par rapport au prêt, tu sais, moi, 50 000, j'avais jamais fait 50 000 de salaire et maintenant je l'emprunte pour une Mm. entreprise. Puis c'est même pas un grand, quand tu parles avec d'autres gens d'affaires, c'est même pas un si grand job que ça, mais il faut relativiser certaines choses parce que les affaires, c'est trouver une solution à un problème puis te faire payer pour. Exact. C'est vraiment pas grand-chose, l'équation au Ouais. début. Ça se complexifie rapidement, mais initialement, c'est pas si compliqué que ça quand on démystifie. Puis que j'aime vraiment l'idée de commencer avec la croissance personnelle. Et ça me mène un peu à Mhm. ton dernier projet, ton entreprise. Je vais essayer de parler de ton entreprise pour terminer. Puis parler un peu de ce que vous faites en ce moment. Tu as fait beaucoup de choses, Ethel. On va dire, mettons, maintenant, en 2022, qu'est-ce que Ethel Côté fait en ce moment? Ben, je fais encore de l'accompagnement puis du développement stratégique au sein de différentes organisations et coopératives. Souvent, j'écris des plans d'affaires, des études de faisabilité. Mon rêve, j'ai une plateforme qui s'appelle Institut Social, donc c'est de continuer à faire comme toi des podcasts, des vidéos pour partager du savoir, du savoir-faire. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé, ils ont fait du contenu aussi, mais c'est de rendre ça accessible à tout le monde, partout sur en français, assurément. Puis peut-être éventuellement, parce que tu l'as aussi dit, je pense qu'il faut continuer à raconter, mais pas juste raconter verbalement, il faut raconter par écrit plusieurs histoires de réussite en économie sociale. Donc moi, ça serait d'écrire un livre sur certaines histoires comme Moonbeam, puis Gros Convexe, tout ça, mais ramener dans un langage super accessible, mais pas accessible pour que ce soit nono, mais accessible pour que le gars qui est en affaires privées lise ça puis dit, mais ils font la même chose que moi dans le fond, mais ils font différemment. Puis que le social dise, ben voyons donc, c'est pas juste un organisme, ils font réellement des affaires, puis, mais c'est le fun la façon qu'ils le font. À partir de maintenant, je vais choisir d'aller acheter là. Tu sais, que de rendre l'écrit accessible, mais dans les concepts, dans les idées, dans la pratique, puis que le monde s'y retrouve, quel que soit le chapeau que tu portes. Ben, c'est là exactement. Je pense que les gens doivent se reconnaître dans une histoire à succès pour se dire que moi aussi, je peux le faire. Puis en ce moment, sur le web, quand que je vois des pubs d'entrepreneuriat, peu importe, ben, c'est des gens qui sortent de leur Bugatti. Puis bon, ben, tu sais, moi, quand je me suis lancé en affaires, puis j'ai eu la chance de parler à des jeunes. Moi, quand j'étais au secondaire, on m'a amené un entrepreneur parler d'affaires. Puis la personne est arrivée, puis elle a dit, ben, mon père m'a donné 4 pelles, c'est des pelles des backhoes, puis je me suis lancé une compagnie d'excavation. Moi, moi, j'ai un milieu assez pauvre. Il y a pas de pelles, là, moi. Il y a rien de ça. Et puis, Mais j'ai à réalisé, 120 000 tu t'appelles. non, Hein? c'est ça. Mais par contre, j'avais réalisé, mon cheminement à moi, que la seule affaire que j'ai faite par moi-même, que je peux donner à quelqu'un d'autre, c'est de dire, la journée que j'ai vendu mon salaire annuel pour 15 heures semaine, j'ai réalisé la relation entre le temps et l'argent. Et si tu peux, et c'est là que j'espère que des jeunes qui peuvent se reconnaître dans mon message de dire, si tu peux vivre avec 40 000 par année, figure out 40 grand a year, tu sais, en 20 heures semaine. Tu bosses 25 heures par semaine pour créer d'autres choses puis grandir quelque chose. C'est pas pour tout le monde qui ont de l'argent intergénérationnel ou un mécène, hein, comme le nom de ton entreprise. Tu sais. On n'a pas tout ça. Et aujourd'hui, j'ai des mécènes, par exemple. J'ai des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné des sous, mais ça prend le petit oomph et ça prend le temps. Puis faut vraiment convaincre les gens de se libérer d'être salarié avant Exact. même pour pouvoir avoir le temps de réfléchir. Donc, ton livre, c'est super important que tu l'écris parce que pour mettre de la pression, mais que les gens puissent se reconnaître là-dedans. Puis si c'est pas pour toi, les affaires au niveau du profit, tout ça,
tu peux créer une entreprise puis faire ce que tu aimes dans la vie, mais au niveau social, puis quand même avoir toutes ces ressources-là qui peuvent être apportées, puis vivre ta vie de rêve un peu, qui est peut-être pas une Bugatti, mais c'est peut-être de faire ce que tu aimes dans la vie, puis Mhm. recevoir un salaire en échange. Euh, Mhm. si je te dirais, dans 25 ans, dans Prescott Russell, où est-ce que tu vois l'économie sociale dans 25 ans? Ben, sais-tu quoi? Elle est partout, mais c'est comme un secret bien gardé, hein? C'est que le monde ne le savent pas. Des fois, ils vont à un café et ils ne savent même pas que c'est une entreprise d'économie sociale. Donc, peut-être dévoiler davantage ce qui existe, puis que tout ça, tu sais, je ne sais pas, des fois, on dit, tu sais, la marque CAA ou il y a des stickers, à un moment donné, des étiquettes où est-ce qu'on voit ça dans la fenêtre, le monde dit, ah, tu sais, c'est une entreprise. Tout de suite. Il faudrait trouver une façon de rendre visible cette économie-là parce que dis-toi, quand tu rentres dans une porte d'une entreprise d'économie sociale, il y a peut-être un CA de 8 personnes, il y a peut-être 6 employés, il y a peut-être 5 fournisseurs locaux, tu sais, locaux, il y a peut-être 6 revendeurs dans la communauté. Tu sais, comme l'effet est tellement multiplicateur, ça change le monde, mais le monde ne le savent pas. Donc, moi, dans 25 ans, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne voit pas juste l'économie sociale partout. Il va toujours avoir de l'économie privée puis de l'économie publique, mais qu'on la voit, celle qui existe, et qu'on la reconnaisse. Tu sais, j'ai pas mal de terre en dessous des ongles, moi, à force de gratter puis à vouloir changer des affaires. Moi, j'espère que ce monde-là va avoir le plaisir de réaliser leurs rêves collectifs, de se faire reconnaître, d'être célébré comme n'importe quel autre entrepreneur, comme n'importe quel autre acteur dans la communauté. Puis, mais déjà, de lever le voile sur tout ce qui existe, le monde tombera en bas de leur chaise après Scott Russell. Il y en a plein. Il y en a dans tous les villages. Il y en a dans toutes les villes d'après Scott Russell. Mais les gens ne le connaissent pas. Puis dans 25 ans, imagine si on se donnait la bonne habitude aujourd'hui de les rendre visibles. Dans 25 ans, ça serait capotant. Et ce serait aussi multiplicateur, donc les gens connaissent c'est quoi, ça démystifie, ensuite on peut s'engager là-dedans Mm, sans penser qu'on doit être en affaires traditionnelles pour créer notre propre job. exactement. Puis les jeunes, ça Tel- leur parle beaucoup, hein. Ils veulent partir en affaires souvent parce qu'ils Ouais, ah veulent ouais. changer le monde. Donc, c'est une économie qui parle beaucoup, beaucoup aux jeunes. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment une facette du futur pour nous tous. Puis je pense que au niveau l'impact social de l'entreprise pour une génération un peu plus jeune que moi est tellement importante. Et c'est des gens qui shopent, qui magasinent, qui consomment des choses qui sont éco-responsables, socialement responsables. Donc, ça intéresse non seulement au privé, au public de s'y intéresser, mais aussi aux jeunes de découvrir cette facette de l'économie qui est encore à démystifier. Et tel côté, ça fait un plaisir de te recevoir. On pourrait parler pendant une autre heure, selon moi. Mais les podcasts sont une heure. C'était très généreux de ton temps. Merci beaucoup. Un parcours hyper intéressant. On se souhaite bonne chance dans tes futurs projets. Et le livre sort quand la semaine prochaine? Je t'agace. Oh, ça serait tellement le fun. ben, ben, Mais merci de me motiver autant, puis merci pour cette écoute, puis cette connexion avec du monde que j'adore. merci beaucoup, Ethel. C'était très apprécié. C'était Break Time Podcast. Merci.